Bonjour Marion. Salut Léa. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Et bien là tu vois je fais le tour de cette mare en garrigue parce qu'on est à peu près au début de la pleine saison de développement de la vie dans ces mares de garrigue, ces mares parfois temporaires. Dans les pas de Marion, partons ensemble à la découverte des mares temporaires de nos garrigues. Donc en fait il y a plein de choses dans ces mares, voire même des choses microscopiques. Il existe aussi des petits colamboles, des tas de petites bêtes assez fascinantes. Et là ce que je regardais, voilà, c'est les premières plantes des herbiers aquatiques, et notamment cette petite plante là qu'on appelle le Groenlandia densa en nom scientifique, et qui se reconnaît bien parce qu'elle met ses feuilles face à face comme ça. Donc on a l'impression d'un petit éventail avec des feuilles en étage comme ça face à face. Et alors ça c'est intéressant parce que il faut savoir que autant les grenouilles et les crapauds vont des fois entourer leurs œufs dans la végétation, mais s'il n'y a pas de végétation, il y a une bonne partie des espèces qui peuvent pondre quand même. Alors que tout ce qui est triton par exemple, eux ils ont absolument besoin de la végétation pour pondre. Ils vont pondre leurs œufs un par un et ils vont les replier, ils vont replier une feuille en fait autour de leurs œufs pour les cacher. Okay. Ce qui fait que s'il n'y a pas du tout de végétation, ces espèces-là seront probablement moins présentes. Alors il y a des têtards qui sont tout petits et qui proviennent de pontes récentes. Donc là les amphibiens ont déjà commencé à se reproduire. Dès les premières pluies de fin d'hiver, ils sortent. En fait à partir du moment où il fait un peu plus de 8 degrés, les amphibiens sortent. Par contre celui-ci il est déjà très gros. Et donc c'est probablement en fait une ponte qui a eu lieu à l'automne dernier. D'accord. Voilà. Donc faut savoir que les amphibiens ils ont quasiment tous cette capacité de faire deux pontes. Ils ont une période de ponte principale qui est au printemps et ils peuvent avoir une deuxième période de reproduction secondaire à l'automne si les conditions sont favorables. Ça veut dire que les milieux se remettent en eau et qu'il ne fasse pas trop froid en même temps. S'il y a trop de froid en même temps, bah, du coup ils vont aller hiverner tout de suite et il y aura moins de pontes automnales. On a un bon exemple de ces plantes un peu adaptées au milieu temporaire. Alors ça, c'est une plante un peu particulière, c'est une plante de la famille des caracées, ce qui fait qu'en fait c'est une algue. Donc il faut savoir que c'est pas parce qu'une plante, enfin un organisme vert on va dire, pousse en milieu aquatique que c'est forcément une algue. On a tout à fait des plantes à fleurs qui vont pousser en milieu aquatique et qui vont faire des fleurs de la même structure que celle du pissenlit, de la moutarde, ce genre de choses là. Par contre elle c'est pas son cas, elle c'est une algue qu'on dit alors entre guillemets évoluée parce que ça veut pas forcément dire grand chose, mais en tout cas qui a développé des structures qui peuvent ressembler par certains côtés à la graine, ce que ne possèdent pas les autres algues. Alors là on se trouve sur une autre mare qui est totalement différente de la précédente, au pied du pic Saint-Loup qu'on peut apercevoir là-bas. Et du coup Marion, qu'est-ce qui est caractéristique ici? Déjà tu l'as dit, en fait ça n'a rien à voir avec la mare précédente. La mare précédente il y avait très peu de végétation, beaucoup de sol à nu. Là on est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de végétation. On voit que le fond de la mare est entièrement végétalisé. Et la mare est beaucoup moins profonde, ce qui fait que toute la végétation qui est présente ici et qu'on voit, ou en tout cas presque toute, ça va être des plantes qui sont vraiment enracinées au fond, mais qui vont pouvoir sortir de l'eau pour faire leurs fleurs notamment. Donc on appelle ça des élophytes. Donc si on regarde un peu toutes ces plantes, alors bon, comme dans toutes les mares, il faut se baisser, c'est souvent assez petit. Donc on voit que dans le creux, là un peu plus profond, on a les mêmes algues que ce qu'on avait dans la mare précédente, en tout cas la même famille, les caracées. Mais à côté on a plein d'autres choses. Alors on a ces petites rosettes au fond qui forment des petites feuilles en croix en fait. Alors là, tu vas voir, tu vas pouvoir trouver toute seule de quoi il s'agit. Donc si je te cueille une petite fleur et que je la froisse, une petite feuille pardon et que je la froisse, qu'est-ce que tu sens? Ça sent la menthe. Ouais, c'est de la menthe. Alors celle-ci c'est de la menthe pouillot. Donc là tu vois que sur un tout petit espace en fait, on est sur moins d'1 mètre carré, on voit plein de choses et juste en restant immobile et en observant l'eau par-dessus. Donc il n'y a pas besoin en fait pour observer une mare, et c'est ça qui est un peu fascinant aussi. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la mare, j'ai envie de dire c'est même en rentrant dans la mare qu'on verra le moins de choses possible. Il suffit juste de s'asseoir à côté de la mare et d'être un peu patient, d'essayer de regarder qu'est-ce qu'on voit comme différence entre les plantes, et puis de regarder au fond de l'eau entre les plantes. Alors on va voir des pontes d'amphibiens, il va y avoir des larves d'insectes,
Voilà, de temps en temps on peut voir un tétard aussi qui lui va pas bouger tant que nous on bouge et puis qui sortira après dès que ça se calme. Donc ça c'est vraiment une des caractéristiques des mares, c'est qu'on a tout un écosystème à portée de vue si on prend juste le temps de l'observer et de s'asseoir à côté. Il faut savoir que les mares de garrigues, elles sont pas naturelles, elles sont toutes artificielles. Elles ont été créées pour la plupart au néolithique pour abreuver les troupeaux, donc c'était des points d'eau pour les troupeaux. Ce qui fait qu'il y a un lien assez étroit entre les activités humaines et les mares. À l'heure actuelle, une autre menace qui existe sur les mares, c'est justement la régression du pâturage en garrigue avec la fermeture des milieux. Et en fait, plus les milieux se ferment, moins c'est favorable notamment aux amphibiens des mares, des garrigues. Donc il y a un juste équilibre en fait à trouver entre trop d'activités humaines et pas du tout pour maintenir ces milieux et leur richesse. Merci Marion pour ces belles découvertes. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et c'était vraiment enrichissant. Merci à toi. En tout cas, j'espère que ça t'aura donné envie un peu d'aller découvrir les mares qui sont autour de chez toi et puis les mares qu'il y a autour de chez vous. D'aller justement les repérer, ces milieux en pleine garrigue grâce au chant des amphibiens et surtout d'aller les observer à différentes saisons parce que c'est ça qui est intéressant, de voir celles qui s'assèchent, celles qui ne s'assèchent pas et de voir comment évoluent ces milieux au cours du temps.